très simple. Des observateurs sont répartis sur l'ensemble du territoire français et limitrophes, Suisse, Belgique, Italie, etc. Tous reliés en réseau. C'est-à-dire que nous montons à chaque opération un PC, un QG, si vous préférez, avec une batterie d'ordinateur et de logiciels. Un exemple concret d'une veillée. Vous avez, admettons, Pierre, qui est sur Paris, qui participe à cette veillée sur ICAT, et vous avez Jean-Paul, qui est un peu plus au sud, qui participe lui aussi. Pierre, à un moment donné, va voir dans le ciel une boule de lumière qui traverse le ciel, qui fait des zigzags, etc. Et qui va dans la direction de Jean-Pascal ou Jean-Pierre, qui est au sud. Donc Pierre va appeler directement le réseau Opération sur ICAT, soit par un appel téléphonique, SMS, réseaux sociaux, technologies modernes. Ainsi prévenu, au niveau du bureau sur ICAT, nous envoyons immédiatement l'alerte de l'observation à l'ensemble des observateurs, des veilleurs répartis sur le territoire et limitrophes. Et ce, en instantané. En attendant, nous vérifions toutes les méprises possibles en fonction de la localisation du premier témoin, Pierre sur Paris. ISS, Iridium, les avions, Astro, etc., etc. Mais l'avantage finalement de ce réseau-là, de cette opération, de cette veillée, c'est pour la personne qui est plus au sud, qui est prévenue que Pierre sur Paris a vu un hypothétique phénomène aérien, objet aérien non identifié, c'est que cette personne-là étant prévenue, elle peut prévoir justement et préparer son matériel, photo, vidéo et autres, à accueillir, entre guillemets, si je puis dire, cet ovni, ce phénomène. Dans quel but? Dans le but de pouvoir avoir du concret, un fait, d'avoir des témoins qui ne se connaissent pas, qui sont répartis en des points différents du territoire, des kilomètres distincts, d'avoir 2 témoignages oculaires, et en plus du témoignage oculaire et verbal, d'avoir du concret, photo, vidéo. Donc c'est quand même le but d'avoir une preuve. On a beau parler d'ovnis, de phénomènes aériens, j'ai rarement vu des preuves irréfutables. On n'en a pas encore non plus, on ne va pas non plus se voiler la face, mais on va tout faire pour en avoir. C'est également ce réseau Opération sur ICAT qui se développe depuis maintenant 3 ans, 4 ans. C'est aussi la création d'un laboratoire au sein de l'association, puisque nous sommes une association déclarée loi 1901. Donc c'est la création d'un laboratoire dans le but de pouvoir créer des stations de détection, type All Sky pour ceux qui connaissent, mais plus poussées. C'est aussi l'envoi de ballons dans la stratosphère, en envoyant un laboratoire qui va être axé un peu plus sur le plasma pour pouvoir répondre à des questions. Alors, vous me direz, attends, les amateurs, ils te font un ballon, ils l'envoient dans la stratosphère, ils fabriquent une caméra, machin, mais attends, c'est qui? Alors, au sein de l'association, nous avons quand même des personnes issues de milieux scientifiques, professeurs, étudiants et autres. Donc voilà, donc on est quand même sur du concret pour pouvoir obtenir des réponses sur ce phénomène aérien non identifié. Que dire de plus encore sur ce réseau, puisque j'ai vraiment fait le tour global. Quelques chiffres peut-être. Le réseau Opération sur ICAT, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit précédemment, on part sur environ 700 personnes qui observent le ciel en même temps, de 20h à 5h du matin. Environ 500 en France en moyenne, et 150-200 personnes dans le reste du monde. 37 pays qui ont participé au moins une fois à une opération sur ICAT, une opération de veillée du ciel. Quelques pays, la Sibérie, la Norvège, le Chili, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Sardaigne, la Biélorussie, la Russie, le Canada, etc., etc., etc. Aujourd'hui, nous organisons ce village sur ICAT. Pourquoi ? Parce qu'il nous semblait essentiel, de par nos activités, de montrer un petit peu à tout le monde, de faire partager notre passion, nos connaissances à la population, au public présent ce soir, présent pendant tout ce week-end, pour leur apprendre aussi, avec des arguments, du concret, des expériences, des ateliers, qu'il y a beaucoup donc de choses dans le ciel qui s'expliquent.
d'autre part. Voilà le but premier de ce village sur I4 pour cette petite présentation. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est aller dans le public un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce que le phénomène OVNI pour vous? Pour vous, madame? C'est quoi un OVNI? Ouais, super. Et pour vous? Pourquoi dites-vous OVNI? Pourquoi OVNI? Le mot OVNI, pour moi, certes, il fait partie de la culture ufologique. C'est un mot que j'aimerais, je sens que je vais en faire criser plus d'un, j'aimerais bannir. J'aimerais plus partir sur un mot plus scientifique, plus sceptique, qui est PAN, phénomène aérien non identifié. Je dis ça pourquoi? Parce que dans ce domaine qu'est l'étude des ovnis, il faut être concret, il faut être pragmatique, avoir une démarche rationnelle. Et ça commence par ça. Je ne vais pas dire que c'est une éducation à faire, mais c'est essentiel et important. Nous sommes sceptiques. Alors, qu'est-ce que le scepticisme? Qu'est-ce qu'un sceptique dans le milieu des ovnis? Disons le mot. Pour aujourd'hui, on va dire le mot ovni. Qu'est-ce qu'un sceptique? Qu'est-ce qu'un sceptique dans le milieu ovni? Est-ce une personne qui rejette le phénomène ovni? Pardon? Qui n'y croit pas. Mais qui ne croit pas à quoi? C'est quoi un ovni? Une personne sceptique est une personne qui ne croit pas aux ovnis. Non? Qu'est-ce qu'un sceptique? La définition du petit Larousse, sceptique. Cultiver l'art du doute. Dans ce domaine-là, qu'est la culture de l'ufologie des ovnis, ne faut-il pas être sceptique? Ne faut-il pas douter? Je ne dis pas ne faut-il pas remettre en cause la parole du témoin. Je dis ne faut-il pas douter. C'est important de douter. Ça veut dire que si moi, demain, vous voyez quelque chose dans le ciel qui vous semble insolite, vous allez me voir, admettons, hein, voilà. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu une boule qui faisait des zigzags, etc. Est-ce que je dois vous croire sur parole? Est-ce que je dois dire, vous avez vu un ovni? Ou est-ce que je dois douter? Non pas dans le sens, attends, la dame je la connais, elle a une réputation machin. Ou est-ce que je dois douter dans le sens, elle a vu quelque chose? Mais quoi? Donc je ne doute pas sur votre parole. Je doute dans la recherche, l'intitulé de ce que vous avez vu. C'est cultiver l'art du doute. Être sceptique est important. Ce n'est pas rejeter le phénomène. C'est une mauvaise image, je pense, qui est véhiculée. Et je n'ai pas peur de dire que nous, notre démarche, elle est sceptique. Elle est rationnelle. C'est trop facile, sinon, de... J'ai un cas, il y a pas longtemps, avec un témoin. C'était... allez, on va dire un autre prénom. C'était Christian qui avait vu une boule rouge dans le ciel. Alors, c'est une boule rouge. Il était allongé sur le toit de sa maison. Et puis, il avait vu une boule rouge qui faisait des zigzags ou des vitesses assez fulgurantes, une disparition assez rapide. Et quand je dis rapide, c'est rapide. Est-ce que je vais dire, Christian, il a abusé du gewürztraminer et de la choucroute, il est encore bourré? Non. Non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier son témoignage. Donc, sceptique, c'est ça aussi. C'est ne pas non plus rester sur une parole, ne pas remettre la parole en doute du témoin. Il y a peut-être des branches extrêmes qui le font, mais il ne faut jamais remettre en doute la parole du témoin. Jamais. On peut avoir des croyances différentes, des perceptions différentes, on peut avoir un vécu différent, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Donc douter, oui, c'est important pour pouvoir avancer dans ce milieu. Ce n'est pas rejeter le phénomène ovni, ce n'est pas dire que la personne elle a vu un truc inexplicable, machin. Peut-être. Peut-être. Ensuite, ça, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, au niveau du réseau Opération sur I4, ça reste sur du terrain. Des veilleurs qui vont dehors, qui vont observer le ciel.
Ce n'est pas un travail, je dirais, d'enquête à proprement parler. Je pense qu'il faut travailler tous ensemble, main dans la main. Il y a dans ce milieu des groupes qui sont spécialisés dans des enquêtes de terrain, des enquêtes ufologiques. Nous, on est spécialisés dans l'observation du ciel. Pourquoi allons-nous faire des enquêtes? Autant être complémentaires avec des associations ou le GEPAN, qui dépend du CNES, et de pouvoir justement, avec l'accord du témoin, transférer ensuite l'enquête à qui de droit? À des professionnels, si je puis dire. Le GEPAN dépend du CNES, il y a des associations également dans le milieu ufologique, aussi peu soient-elles professionnelles, ce qui se fait de moins en moins malheureusement. Donc voilà où je voulais en venir par rapport à notre position aussi de ce réseau Opération Suricate, organisateur du village, qui est une position quand même assez pragmatique, rationnelle, qui n'est pas là pour dire que tout est vert, tout est gris, que nous, on sait tout non plus, hein, personne n'a la science infuse et nous non plus. Et puis ma foi, je pense avoir fait le tour. Y a-t-il des questions? Oui. Le dernier? Je l'ai parcouru, je l'ai pas... Alors, moi, personnellement, je me suis pas attelé dessus. Voilà. Je l'ai parcouru, vite fait de long en large. Et je dois dire que... moi, personnellement, attention, je parle personnellement, je voulais en savoir plus. Voilà, je veux en savoir plus. Ensuite, en toute honnêteté, je l'ai pas vraiment parcouru de fond en comble. Hein. Voilà, je vais être honnête avec vous, hein, je l'ai pas parcouru de fond en comble. Premièrement, parce que j'ai malheureusement, à titre privé, pas beaucoup de temps aussi, de par mes obligations professionnelles et autres. Donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Mais je l'ai vu aussi, et vous en pensez? Cette question, pourquoi? Si je puis me permettre. Parce que d'abord, j'aime bien Stephen Hawking. Enfin, bien, moi j'apprécie. Et que ça plairait assez que si il y avait une véritable vie dans les... vie quelque part, quoi. Que ce soit ce personnage-là particulièrement qui le découvre. J'aimerais bien. Ou peut-être Monsieur Jean-Claude Bourré, mais voilà. Ouais, si on pouvait l'inviter, Stephen Hawking, pour venir à ce village, et ça, bon, rien n'est fait. Merci. Question? Sur l'ufologie en général, les ovnis peut-être, si je peux répondre, si je peux pas, je peux pas. Ça nous arrive, bien sûr. C'est aussi le but. Oui. Ce serait bien pour tout le monde de prendre le micro. Quand il y a même une question comme ça, tout le monde comprend. Oui, je disais que... Ben oui, mais tout à l'heure, le micro, on l'avait pas. Vous étiez un peu distant. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous passez donc du temps à recouper des témoignages et puis à voir ce qui est commun et puis ce qui diffère, c'est ça? On passe du temps à recueillir les témoignages issus des veillées d'Opération Suricate. Voilà. Nous organisons des veillées tous les mois. On a mis en place un formulaire en ligne. Et le but est de collecter justement toutes ces informations lors de nos veillées. Voilà. Puisque nous incitons grandement les gens à aller sur le terrain et de travailler collectivement, tel un réseau. Voilà. Donc on collecte, on essaie de faire des recoupements, évidemment, puisqu'il y a forcément des points qui peuvent en ressortir. Admettons, un soir de veillée, vous avez une observation multiple à Brest, à Nantes, à machin, un truc. Si on trouve des concordances, des points communs, ce serait super. D'accord. Merci. Ah oui. Quand on parle d'OVNI, on pense tout de suite extraterrestre. Grande question. Non. Pas pour moi. Non. Non, parce que je reste très terre à terre et je reste très dans la définition. Putain. Je reste très dans la définition du mot. Pour moi, OVNI, c'est étymologiquement parlant un objet volant non identifié. Oui. Moi, je lance ça là dans la salle. Quelqu'un qui va voir un truc passer, c'est un objet volant que vous n'avez pas pu identifier puisque vous ne savez pas ce que c'est, vous allez aller voir au sol ce que c'est. C'est un OVNI. Je reste dans la définition très terre à terre. Tout à fait. Je pense que c'est essentiel et important.
Donc ovni, dans la culture peut-être populaire, rime avec extraterrestre. La question c'est pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à tous les auteurs de science-fiction, d'antan, les films de science-fiction, etc. Je pense qu'on peut avoir plein de réponses. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de réponses par rapport à ça. Très terre à terre. Oui, mais le souci, c'est qu'on mélange bien souvent l'ufologie et les extraterrestres. C'est ça le problème. Alors, lorsqu'on fait des opérations de type suricate, je dirais le citoyen lambda a plus derrière la tête le simple fait que ce qu'on recherche, nous, c'est simplement la vie extraterrestre. Et c'est bien. Alors que ce n'est pas ça du tout. Et c'est bien pour ça qu'on a organisé cette manifestation ce week-end. Il faut le dire. Eh mais c'est bien pour ça qu'on l'a organisé ce week-end, pour casser cette image un petit peu. Et c'est ce que j'essaie de faire ressortir de par cette conférence aussi. Car il faut casser cette image. Mais malheureusement, que beaucoup d'acteurs de l'ufologie véhiculent eux-mêmes dans ce milieu. Donc on peut dire que la pomme est pourrie. C'est une réalité, il faut le dire. Moi j'ai une réputation dans le milieu ufologique où je dis ce que je pense. Et je le ferai tout le temps. La pomme est pourrie parce qu'il y a aussi des acteurs, mais c'est comme partout. On est dans un milieu d'ufologie, on a d'autres domaines, d'autres passions, des corps de métier, etc. J'aimerais dire que c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a un ego, il y a une envie de vérité propre à chacun. Je veux être le premier à dire ça, je veux être le premier à savoir la vérité, etc. Donc est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, avant... J'aime pas le mot que je vais dire, mais j'ai pas d'autre mot, c'est un mot qui va être un peu fort. Mais voilà, avant d'éduquer, je dirais le public, est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer ceux qui veulent éduquer? D'autres questions? Alors, en continuité avec ce que dit ce monsieur, je suis arrivé un tout petit peu en retard, donc j'ai peut-être pas entendu le début. Vous faites de l'observation, mais y a-t-il un objectif lié à cette observation? Donc, s'il y a l'objectif, vous allez nous le défier. J'ai pas entendu la fin, par contre. Vous allez nous l'expliquer Alors, je vais vous réexpliquer l'objectif du réseau. On va résumer ça en une phrase. L'objectif premier, c'est capturer un phénomène aérien non identifié. C'est clair, net, c'est carré. On veut capturer un phénomène aérien non identifié. Second objectif, faire une pédagogie, dans la mesure du possible, pour apprendre aux gens qu'il y a dans le ciel aussi beaucoup de choses explicables. Car pour pouvoir capturer un phénomène aérien non identifié, il faut connaître son ciel aussi. Il faut pouvoir faire le tri de ce qui se passe. Car je pense que vous savez sans doute, je pense qu'il y a bon nombre de phénomènes dans le ciel qui se passent qui peuvent être expliqués. Et c'est ce qu'on essaiera de voir ça ce soir dans le cadre de notre veillée d'observation du ciel, et Astro. On a des passages de la station internationale, je crois qu'on a également des passages de satellite Iridium, qui sont des belles méprises à faire, que nous allons faire ça en direct ce soir avec les personnes qui seront présentes tout à l'heure, en essayant d'expliquer justement comment ce phénomène se produit, pourquoi, et comment le détecter. Dans les grandes lignes, j'ai vraiment résumé le but premier, ouais, c'est ça. Et travailler en réseau. Je vous écoute. Pour moi, la réponse est partielle. Votre but est de capter un objet non identifié dans le ciel. Je dirais presque que c'est un moyen. Mais pour moi, ça ne répond pas à la question du but. Le but, en général, c'est de répondre à un questionnement. Et donc, quel est votre but réel? Est-ce que c'est faire de la veille? On va élargir. Si vous captez une image d'un objet non identifié, je pense que le but, c'est d'identifier en finalité l'objet. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est une activité sans intérêt? Est-ce que c'est une activité intéressante que de dire finalement c'était un A380 qui passait dans le ciel, et puis si j'avais pris les AVAC ou si j'avais suivi les trajectoires des avions, c'était évident. Est-ce que c'est de rechercher éventuellement une activité scientifique qui est développée par des industries
dont on ne vous parle pas. Donc vous détectez des passages de sondes. Google va développer des relais satellites, va utiliser des sondes. Donc sans aucun doute que vous observerez, par moyen de réflexion du Soleil sur ces sondes, un objet non identifié, parce que Google ne vous aura pas informé de ses activités, de la localisation de ses activités. Autre possibilité, et on le sait, l'armée fait toutes les armées font des exercices aériens. Il n'y a pas les plans de vol militaires qui sont distribués dans le public. Donc vous allez observer des avions de chasse survolant des zones publiques, puisqu'il y a des zones qui sont militarisées, mais où le public quand même passe, et où le public peut faire de l'observation. Donc vous aurez identifié un objet volant non identifié, mais en fait il sera connu par les militaires, et vous serez sans aucun doute confronté à un manque d'informations. Donc est-ce que votre but c'est d'essayer de franchir ce mur et de révéler des informations classifiées défense, des opérations d'entraînement qu'on n'a pas à divulguer, parce que si on s'entraîne c'est pour quelque chose. On voit en ce moment, ça vole plus fréquemment au-dessus de champ qu'il y a quelques semaines. D'autres événements comme ça. Donc, quel est vraiment votre but? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir la finalité de vos recherches, de vos observations plutôt. J'aimerais vous dire déjà oui à quasiment tout votre questionnement. Le but est de répondre tout simplement au questionnement des témoins. Dans le sens où, quand on a une personne qui fait une observation insolite, je ne sais pas, admettons hier soir, pendant une veillée, on a une personne qui a vu un triangle, etc. Triangle qui volait à basse altitude, où on voyait des flancs, on voyait des lumières, on voyait, admettons même des hiéroglyphes dessus, puisque c'est un cas qui est arrivé en 2010 à côté de Maison-Alfort. 3 témoins, qui a été confirmé dans une autre ville aussi, près de Bretigny. Si ce genre de cas se produit dans une veillée, c'est le cas qu'on aimerait justement, je dis capturer, mais capturer avec une image un petit peu, qu'on aimerait capturer en photo ou en vidéo, pour pouvoir justement ensuite l'envoyer à qui de droit, je dirais à des laboratoires, parce que nous on n'est pas équipés pour ça, on ne peut pas le faire, pour pouvoir essayer de trouver une réponse sur qu'est-ce qu'a vu cette personne. Est-ce que cette personne a vu quelque chose qui peut être explicable, dont je sais pas, par exemple un prototype de l'armée, même si on n'aura pas la réponse, vous l'avez souligné, on sera devant un mur. Alors franchir le mur, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Ce serait bien. La question c'est surtout de pouvoir répondre à ce questionnement. Je me suis rendu compte qu'en France, on a de plus en plus de témoins qui voient des choses insolites. On a de plus en plus de témoins qui pensent voir des choses insolites, qui peuvent être explicables. Ensuite, on a aussi vu en France que dans ce milieu des ovnis gravitent beaucoup de dangers, comme les sectes et autres. Notre travail premier est de capturer ce que j'ai dit tout à l'heure, un phénomène aérien non identifié, de pouvoir tenter de l'expliquer, de pouvoir apporter des réponses à la témoin qui se pose des questions, qui passe pour une folle, etc. Donc on a envie aussi de pouvoir aider cette personne à trouver des réponses, si on peut le faire. Et deuxièmement, ce travail pédagogique aussi de cette connaissance du ciel, etc. Je dis etc. parce que je vais me répéter, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai une autre question ici de ce monsieur. Oui, merci. En aparté pour le but, il y en a qui se sont trompés. Par exemple, Christophe Colomb avait pour but de trouver les Indes, il a trouvé l'Amérique. Enfin bon, peu importe. En 1977, j'ai demandé ça à plusieurs scientifiques, il y a ce qu'on appelle le message vous dans SETI, et on m'a dit que ça pouvait être effectivement un parasitage. Enfin, on n'en sait rien. Est-ce que vous avez éventuellement des nouvelles? À titre personnel, j'ai pas de nouvelles, j'ai la même version que vous, du parasitage. Voilà, j'ai la même version que vous, qui était le parasitage. On entend encore parler même maintenant en 2015, en faisant des recherches sur SETI, je regardais encore l'autre fois SETI Atome, le programme SETI Atome, et je suis retombé par hasard sur un lien vers le signal WOO, et qui était, je crois, donc
dixit le scientifique, dont je n'ai plus le nom, qui est resté sur le parasitage. Voilà. C'était effectivement la dernière info, puisqu'il y a un projet d'écoute qui est nouveau, qui est financé par un milliardaire américain russe. Tout à fait. Et qui est parrainé par Stephen Hawking, qui est la personne qui a la chaire de physique de Newton à Angleterre. Donc c'est une notion intellectuelle importante. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont y participer. Et effectivement, le programme SETI, spécialement, n'a rien détecté, à part un message qui semblait intéressant il y a des années, qui était classifié comme étant du parasitage. Je me permets, vous êtes en droit de ne pas répondre, une question. Vous, avez-vous une définition du mot ovni, ou pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une définition propre ou non? Alors, pour moi, c'est un objet non identifié. Et il y en a beaucoup. C'est déjà Oui. relatif par rapport à l'observateur. Pour un observateur, ce sera un objet non identifié. Pour un militaire, ce sera un essai d'avion militaire. Voilà. Pour un météorologiste, ce sera un phénomène météo. Alors que pour eux, ce sont des choses étranges. Pour un aéromobilisation, ça sera son modèle régulier. Pour le voisin, ce sera quelque chose de... Merci. On en parlait là tout à l'heure justement des idées un petit peu populaires des personnes, notamment quand on exprime OVNI. On est souvent amené à pas spécialement parler justement du sujet pour pas passer pour un fou, parce que directement voilà c'est rattaché au phénomène alien et non pan. Et est-ce qu'on a réellement le moyen pédagogique de pouvoir faire comprendre facilement aux personnes comme ça comment de faire réellement la distinction entre les possibles espèces extraterrestres ou alors simplement l'OVNI, comme vous disiez tout à l'heure, de façon pragmatique, quoi. J'aimerais répondre tout simplement, participer à une vieille opération Suricat. Et puis vous verrez. Moi je trouve la question intéressante, mais là on va peut-être un peu sortir du sujet initial. C'était sur le phénomène OVNI et la culture populaire, folklore, mythe, etc. Où on peut, je vais faire une petite aparté, on pourra toujours en parler en dehors de l'estrade. Une question que j'aime bien poser aussi, et que je retrouve dans différents sujets, c'est est-ce que le phénomène OVNI ne serait pas aussi issu du culture populaire, du folklore, du mythe, de l'histoire. Si on fait l'histoire de la civilisation très succinct, on peut se poser la question, est-ce que l'homme n'a pas, je vais pas dire inventé, mais l'homme a créé ou non créé, ça c'est une question de religion ensuite, Dieu, les ovnis, est-ce que c'est pour ne pas se sentir seul dans l'immensité de l'univers sur Terre? Est-ce que on a des corrélations dans le temps liées avec le phénomène ovni et l'humain? On pourrait dire oui, pourquoi pas? On avait par exemple, au temps de la mythologie égyptienne par exemple, les dieux volant dans leurs barques solaires. On avait un peu plus loin au Moyen-Âge les sorcières sur leurs balais volants. On avait dans les années 80, 90, allez, les avions pris pour méprise. On a maintenant en 2014-2015 des drones qui sont pris. Alors moi j'aime bien poser une question, c'est est-ce que finalement il n'y a pas aussi quelque chose à creuser de ce côté-là lié au phénomène OVNI? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié aussi à la culture populaire ou des choses comme ça? Voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler à titre personnel depuis quelque temps. Je ne sais pas encore où ça va en déboucher, si ça se trouve je fais fausse route totalement, j'en sais strictement rien. Ou pas, mais je trouve que c'est un sujet intéressant à travailler. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà pour la petite parenthèse. Bon, moi j'aurais une question toute simple. Est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est envisagé au sein de votre association du réseau des opérations Suricat
dans le temps, bien entendu, de mettre, par exemple, sous un format anonyme, bien évidemment, en posant les bases, par exemple, d'une localisation géographique, d'un type de phénomène et de ce que vous avez trouvé ou pas, d'une base de données accessible par tout le monde et particulièrement pour nous, nous chercheurs. On y travaille depuis quelques mois, de la création d'une base de données accessible à tout le monde. Oui, parce que en son époque, les fameux PLT, pour ceux qui connaissent, les phénomènes lunaires transitoires, donc qui sont toute une série de phénomènes lumineux observés à la surface de la Lune et qui sont observés depuis les débuts de l'observation, on va dire quasiment astronomique, ont fait l'objet de cahiers et de recherches très importantes de la part particulièrement des principaux observatoires français. Ça s'est arrêté dans les années 60, puisqu'avec le fait que l'homme soit allé sur la Lune, on a décrété qu'on savait tout sur la Lune, donc voilà, c'était un décret très à l'emporte-pièce, puisqu'on découvre encore beaucoup de choses. C'est comme Pluton, on l'a rapidement déclassé, et moi je me souviens dans les réunions de l'Union astronomique internationale, c'était un vulgaire caillou. Or on s'aperçoit maintenant que c'est pas du tout le cas. Donc ils sont bien embêtés de l'avoir déclassé quelque part. Donc est-ce qu'il est envisageable d'avoir ce type, mais d'une façon très simple, une base de données, le lieu, ce qui a été vu, ce que vous en avez déduit, comment vous l'avez expliqué, presque j'allais dire sous un format Excel. Et justement, Raymond, ça va être le cas, puisqu'on veut faire quelque chose de simple et d'accessible au public, de recenser les observations, des lignes simples, voilà, juste de l'information pure, brute, de recenser les dates, les heures, les localisations, le type de phénomène, etc. Le tout sous forme de base de données, classeur, Excel, que toute personne pourra justement regarder de chez elle et accessible. D'accord, donc vous envisagez que dans le fil du temps, le suricate sortant de son trou observera et en même temps avec le bout de sa queue, il va tenir un petit crayon et il fera la base de données. C'est même mieux que ça puisqu'on y travaille depuis quelques temps. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Et y a-t-il une autre question dans la salle? Non? Bon, oui, justement, il y a un format papier là apparemment qui est présenté par un grand costaud derrière là. D'ailleurs, il ne faut pas lui dire que la base elle n'est pas complète, si c'est pas le cas, parce qu'il est costaud. Bon, voilà, écoutez, si c'est terminé, je vous remercie infiniment et puis je rends la parole à l'organisateur et le patron de ces journées Suricate, Monsieur Dier, qui va conclure, je crois, pour les conférences. Merci Raymond. Merci à toutes et tous d'être venus pour cette première journée. J'aimerais vous parler un petit peu du programme, de ce qui va se dérouler. Nous organisons une veillée d'observation à partir de 22h ce soir. Gratuite, ouverte à tout le monde. Initiation astronomique, veillée également, pour pouvoir voir ensemble ces phénomènes non identifiables de prime abord, mais qu'on peut identifier. Rapportez de vos chaises, des chaussures, il va faire froid. Bonne ambiance avant tout. Demain, au niveau du programme, on commence à 9h30. Une conférence, Antoine Perreux, la station de détection Osiris, qui est une station de détection multicapteur. C'est-à-dire, on va partir sur des capteurs de champs magnétiques très poussés. Vous en saurez plus demain. On a une conférence également demain à 11h de l'adjudant-chef Philippe Simonet de Laborie, qui va nous parler des domaines de vol de l'hélicoptère. Nous aurons à 14h une conférence de Mathias Ross, qui est un pilote de ligne en activité, qui nous fera un petit peu le b.a.-ba de l'avion de ligne, comment le reconnaître. Voilà, l'avion long courrier classique, comment reconnaître un avion dans la nuit et au jour. À 15h, nous allons faire un atelier astronomie qui est ouvert à tout le monde, parents, enfants. Le but sera de pouvoir confectionner ensemble une carte du ciel. À 15h30, une conférence de l'association OVNI Languedoc, Thierry Gaulin et ses associés, qui nous parleront de dossiers un petit peu sensibles en Méditerranée. À 17h, une conférence de Xavier Passot, directeur du GEPAN, CNES, qui nous parlera des illusions de perception. Et puis à 20h, une conférence sur le phénomène OVNI, les généralités de Jean-Claude Bourré. Donc conférence qui sera gratuite, ouverte à tout le monde, jusqu'à environ 22h30. Et à 22h30, nous allons tous aller dehors, si le temps le permet, pour faire un lâcher de lanternes thaïlandaises. On part sur environ une quarantaine de lanternes thaïlandaises que nous allons lâcher simultanément. Et suite à ça, pour ceux qui sont encore vaillants et qui veulent rester avec nous dehors, on fera encore une veillée d'initiation à l'astronomie et d'observation.
Et pour conclure, le dimanche à 9h30, une conférence sur ce qu'on appelle les hommes de l'ombre, par mois. À 11h, une conférence sur l'astrophotographie par Lionel Guyonnet, qui est astrophotographe. À 15h, une conférence sur les cercles suricates par Christophe Delannoy, qui expliquera un petit peu ce que sont ces observateurs départementaux. À 15h30, un atelier astronomie. Et à 16h30, une conférence de Karim Bentabé, qui va nous parler d'au-delà des hypothèses en lien avec la propulsion MHD, MPD, magnétoplasma dynamique, qui sont des matières de propulsion, voilà, un petit peu poussées. Merci à tous, passez une excellente soirée, la buvette est là si nécessaire et la veillée ce soir. Merci.